Georg Elser, Erwin von Treschow, Fabian von Schlabrendorf, Rudolf von Gersdorf et Klaus von Stauffenberg. Un simple ouvrier et 4 officiers aristocrates. 5 hommes qui ont refusé l'indicible. 5 hommes d'honneur. 5 hommes qui ont voulu tuer Hitler. Mais ils ne le savaient pas, Hitler était protégé par la chance du diable. Voici leur histoire. C'est joyeux et en chanson que les troupes allemandes s'enfoncent dans les plaines russes. Hitler a emmené l'Allemagne à la conquête du monde en chantant. Il avait promis à ses hommes la victoire. Il les a conduits au cœur de l'apocalypse. Les chants de gloire se sont tus dans l'enfer de l'hiver russe et les rêves fous d'Hitler se sont dispersés dans des vents glacés. Hitler est un imbécile et un criminel. Nous devons mettre fin à cette société. Il ne s'agit pas de dire la vérité à Hitler, il s'agit de le tuer et je suis prêt à le faire. N'y a-t-il pas un seul officier dans le QG d'Hitler qui soit capable d'abattre cette bête? L'histoire avait voulu les oublier, mais quelques hommes de bonne volonté, quelques-uns de ses plus proches officiers, ont bien tenté d'abattre cette bête. Depuis 1933 et la prise du pouvoir par Adolf Hitler, plus de 30 tentatives d'attentats pour le mettre hors de nuire ont échoué. Car Hitler est bien accompagné par la chance du diable. Hitler, nouveau chancelier du Reich, s'est octroyé le titre de Führer du peuple allemand, ce qui veut dire le guide. Il s'est aussi proclamé chef suprême de l'armée. Alors c'est à sa seule personne qu'il fait jurer obéissance et fidélité. Un terrible pacte lie désormais l'armée et ses officiers à Hitler. Nous nous sentions tous très mal à l'aise, parce que suivant la bonne tradition militaire prussienne, nous avions désormais des obligations à l'égard d'un homme qui nous était étranger et détestable. Mais qui pouvait alors deviner que Hitler profiterait de ce serment pour nous enfermer dans des ordres criminels? Car ils sont rares les officiers à réprouver les méthodes nazies. Hitler est à la fin des années 30 un homme adulé par près de 90% de ses concitoyens. Les autres se taisent ou sont en prison. Le tour de force d'un magicien maléfique, et c'est un pays tout entier qui marche la croix gammée dans la nuit. À Munich, un homme a décidé d'agir. Si personne ne peut stopper Hitler, lui va oser. Il s'appelle Johann Georg Elser. Ouvrier qualifié et sympathisant communiste, Elser, depuis 3 mois, caché dans son atelier, prépare sa bombe. Les conditions en Allemagne ne pourraient être modifiées que par l'élimination de la direction actuelle. Par direction, j'entendais les supérieurs, je veux dire Hitler, Göring et Goebbels. J'avais la conviction que l'élimination de ces 3 hommes permettrait à d'autres d'entrer au gouvernement et veillerait à améliorer les conditions sociales de la classe ouvrière. Elser n'est pas seul. Le général Beck, commandant en chef de l'état-major de la Wehrmacht, prépare un putsch avec quelques officiers pour renverser ce Führer qu'il méprise. Hitler les a contraints à la démission et après l'Autriche et la Tchécoslovaquie, il lance ses troupes à l'assaut de la Pologne, le 1er septembre 1939. Rien ne semble résister à l'armée allemande et les Stuka, les bombardiers du Führer, expérimentent pour la première fois des bombardements de terreur sur Varsovie. Une véritable répétition générale et les civils en sont les premières victimes. Elser, à Munich, prépare son attentat. Il est le seul désormais à pouvoir stopper Hitler. J'avais appris alors que la prochaine réunion à laquelle assisterait la direction se tiendrait les 8 et le 9 novembre à Munich à la Bürgerbraukeller. Je quittais la petite salle où je m'asseyais presque toujours à la même place. Je passais par le vestiaire pour déboucher dans la grande salle qui n'était jamais fermée à clé. Et je me cachais dans le KGB, situé près de la sortie et dont la porte était masquée par un grand paravent. À la brasserie, après avoir dîné et s'être laissé enfermer, Georg Elser va pendant 35 nuits préparer sa cache dans la colonne près du pupitre où Hitler doit tenir son discours. Enfin, le 6 novembre, il peut installer sa bombe dans la cavité. Le mécanisme est réglé pour que l'engin explose le 8 novembre, entre 21h15 et 21h30. Dans la soirée du 8 novembre,
Hitler embarque à bord de son avion privé direction Munich. Il est un des premiers hommes politiques à préférer l'avion au train. Il peut ainsi prendre la parole, le même jour, devant différentes assemblées. Et dans cet avion spécialement aménagé, Hitler peut tout à son aise travailler à la rédaction de ses discours. Il n'est pas encore 20 h quand le Führer fait son entrée dans la salle comble de la Bürgerbräukeller. Il monte à la tribune à 20h08. Mais surprise, son discours se termine à 20h58. Hitler quitte la salle à 21h09. Il semble pressé, sombre et préoccupé. Hans Bauer, son pilote, l'a prévenu qu'en raison de la météo, il doit rejoindre Berlin par le train. Pour une question d'horaire, Hitler a donc raccourci son discours de moitié, ce qui bouleverse le planning minutieux de Georg Elser. L'explosion a lieu à 21h20 comme prévu. Huit personnes sont tuées et 63 sont blessées. Hitler, lui, est en route pour Berlin. Dès 22 h, l'enquête permet de découvrir les restes d'une bombe artisanale. Les explosifs sont ceux utilisés dans les carrières et le mécanisme à retardement est celui d'une pendule. Toutes ces informations facilitent les recherches et dans la journée du 9 novembre, tout est résolu. Georg Elser est arrêté alors qu'il tente de passer la frontière suisse. Je me suis seulement livré à des considérations quant aux moyens permettant d'améliorer les conditions sociales de la classe ouvrière et d'éviter une guerre. Je n'y ai été incité par personne. Je n'ai pas non plus été influencé en quoi que ce soit dans ce sens. Je n'ai jamais entendu de conversation pareille ou similaire. Je n'ai pas non plus entendu dire à la radio de Moscou qu'il fallait renverser le gouvernement allemand et le régime. Je l'ai fait pour que plus aucun sang ne soit versé. J'ai agi seul. Je n'y ai été incité par personne. Je n'ai jamais eu de doute sur le bien fondé de mon action. Pour le pouvoir allemand, il est impensable qu'un homme seul, un homme du peuple, ait été aussi près de réussir. Alors, dans la presse, est exhibée la photo de deux agents secrets britanniques qui auraient tenté d'assassiner le Führer avec l'aide d'Elser. Une manipulation, un faux avéré. Georg Elser, le justicier solitaire, est envoyé en camp dans l'attente d'un procès qui doit dénoncer le rôle des Anglais. Sans les caprices de la météo, Hitler aurait dû mourir. L'attentat raté est une véritable aubaine pour le Führer. Il peut dire qu'il est sous la protection de la divine providence. Au lendemain des funérailles des victimes de l'attentat, un rapport établi par le service des renseignements des SS constate: sa tentative d'assassinat à Munich a grandement renforcé la notion de solidarité au sein de la population et l'amour pour le Führer a grandi. Hitler est devenu un personnage quasi mythique. Malgré les réticences de son état-major, il est temps pour Hitler de s'attaquer à l'Ouest. Le 10 mai 1940, il lance ses troupes à l'assaut de la Hollande, de la Belgique et de la France. Réputée la meilleure du monde, l'armée française est balayée en à peine 5 semaines. L'audace du plan allemand et la brutalité du Blitzkrieg ont raison des troupes françaises trahies par un commandement défaillant. C'est la débâcle, et le gouvernement français capitule face à Hitler. La défaite est consommée avec la demande d'armistice du 20 juin du maréchal Pétain. Pour Adolf Hitler, la victoire est totale. Le général Kettel, chef d'état-major, appelle désormais son Führer Größter Felder aller Zeiten, le plus grand chef militaire de tous les temps. Hitler a gagné son insensé pari. Il est le maître de la France et de l'Europe. Pour le conquérant, il est temps d'explorer son nouveau domaine. Escorté de caméramens du service de la propagande, le dimanche 23 juin, à 6 h du matin, Hitler entame une visite éclair de Paris. L'Arc de Triomphe, l'Opéra, la Madeleine, la place de la Concorde, les Invalides et le tombeau de Napoléon.
Et enfin, le cortège s'arrête à l'esplanade du Trocadéro. Là, Hitler pose pour les caméras face à la tour Eiffel. Quelques mois plus tard, des officiers sous les ordres du Feldmarschall Erwin von Witzleben prévoient d'abattre Hitler lors d'une parade sur les Champs-Élysées. Mais Hitler n'est jamais revenu à Paris. Une fois la guerre gagnée à l'ouest, Hitler se retourne vers l'est. Il est temps de s'attaquer à l'URSS, l'empire judéo-bolchevique, comme il l'appelle. Le 22 juin 1941, aux premières lueurs de l'aube, débute l'opération Barbarossa. Hitler lance 125 divisions à l'assaut de l'Union soviétique. Précédés de milliers d'avions qui écrasent en quelques heures les défenses soviétiques, 3 immenses groupes d'armées, 5 millions d'hommes et 4300 chars enfoncent l'armée rouge et se ruent au nord vers Leningrad, au centre vers Moscou et au sud vers les plaines à blé de l'Ukraine et le pétrole du Caucase. La plus grande invasion militaire de tous les temps. Un véritable rouleau compresseur. Leningrad est à portée de canon, Moscou à moins de 100 km et Kiev est tombé. Rien ne semble pouvoir arrêter Hitler sur ce qu'il nomme la conquête de son espace vital. Les pertes de l'armée rouge sont colossales et les prisonniers se comptent par millions. Peu vont survivre à la barbarie nazie. À l'état-major de la Wehrmacht, le maréchal Kettel a fait distribuer une ordonnance à ses officiers. Un véritable permis de tuer. Pire même, d'assassiner. Un texte terrifiant atterrit sur mon bureau. Il portait la signature de Hitler et ordonnait que tous les commissaires et chefs politiques de l'armée rouge qui tomberaient entre nos mains soient livrés au service de sécurité afin d'être éliminés ou abattus sur place. La guerre est monstrueuse, mais menée par Hitler, elle le sera plus encore. Chaque unité combattante de la Wehrmacht doit être suivie d'un groupe de SS, les Einsatzgruppen, chargés du nettoyage. Arrestation brutale, assassinat et exécution de masse, tout leur est autorisé, en toute impunité et en dehors de toute juridiction. Leurs victimes, les communistes et surtout les populations juives. Nous sommes des soldats, pas des assassins. Et tant que je serai le chef du groupe armé centre, il n'y aura pas d'exécution d'agents politiques ou de prisonniers. Que plus jamais ne puisse se produire une chose pareille. Nous devons donc agir maintenant. Dans des centaines d'années, le monde se souviendra encore de ce que nous avons fait. Ils devaient se déshabiller, creuser leurs fosses et attendre le coup de grâce. Ils sont près d'1 million de victimes, hommes, femmes et enfants, de ce que l'histoire appellera la Shoah par balle. Les hommes qui nous gouvernent ne sont à mes yeux qu'une association de malfaiteurs. Leurs méthodes criminelles pratiquées à l'intérieur du Reich, comme dans les pays conquis, sont indignes d'un pays civilisé. Ils déshonorent l'Allemagne, tout en la menant à sa perte. Schlabrendorf est l'adjoint du colonel Henning von Treschow à l'état-major du front de l'Est. Depuis 2 ans, von Treschow, horrifié par les crimes commis par les nazis, a réuni autour de lui un groupe de fidèles, tous prêts à éliminer Hitler. Les tentatives vont être nombreuses, mais toutes vont échouer. La sécurité s'est renforcée autour du Führer. Ses déplacements et son agenda sont désormais tenus secrets. Schmundt, l'officier d'état-major de Hitler, m'avait expliqué que tous les organes vitaux de Hitler étaient protégés par un gilet pare-balles, efficace contre les munitions de petit calibre. Et de plus, sa casquette était doublée d'une plaque de métal. Le monde retient son souffle quand de juillet 42 à février 43, les armées allemandes et soviétiques s'affrontent à Stalingrad. La bataille de Stalingrad est la plus sanglante et la plus coûteuse en vie humaine de toute l'histoire militaire. 6 mois de combat et 2 millions de morts. Elle est devenue un symbole et le Führer a interdit à ses troupes tout mouvement de repli. Encerclés, submergés, vaincus par les soviétiques, le froid et la faim, le 2 février 1943, plus de 90 000 Allemands se rendent, dont 2500 officiers,
24 généraux et un maréchal, Friedrich von Paulus. Stalingrad met fin au mythe de l'invincibilité d'Hitler. Après la défaite de Stalingrad, les officiers sont nombreux à comprendre qu'ils se sont laissés emporter par un fou furieux. Malgré leur serment de fidélité, certains pensent se retourner contre leur maître, le Führer. Au quartier général, à Smolensk, le colonel Henning von Treskov attend pour agir. Nous avions appris que Hitler envisageait de rendre visite au quartier général de Klug. L'occasion était trop belle. Selon moi, les hauts chefs militaires allemands n'étaient pas en mesure de prendre l'initiative d'un coup d'État. Ils accepteraient seulement de suivre un ordre. Je décidai donc d'assumer l'amorçage initial. Nous ne pouvons absolument pas agir autrement si nous voulons conserver encore un tant soit peu l'estime de nous-mêmes. Cela doit se faire. Nous nous chargeâmes nous-mêmes des ultimes préparatifs. Treskov avait imaginé le stratagème suivant. Pour être sûr de l'effet, nous prîmes non pas un, mais 2 explosifs. Nous en fîmes un paquet, dont la forme ressemblait à 2 flacons de cognac. Puis, il nous fallait confectionner le paquet de manière à pouvoir actionner le détonateur sans détruire l'emballage. Venus de Prusse orientale, 2 condors identiques se préparent à atterrir. Par mesure de protection, personne ne sait dans lequel se trouve le Führer. Le convoi est accompagné d'une escadrille de chasse. La matinée se passe en entretien à l'état-major. Puis, le déjeuner est servi aux messes des officiers. À table, il fallut encore supporter la bonne humeur de Hitler, heureux d'être au contact d'authentiques soldats. Le Führer avait fait venir son cuisinier personnel et son médecin chargé de goûter ses plats. Hitler se méfie de tous. Alors 12 goûteurs sont à son service. Garde personnel de la SS, cuisiniers et médecins le suivent à chaque voyage. Penché sur son assiette, les coudes sur la table, ne se redressant que pour avaler une gorgée, Hitler offrait un spectacle méprisable. Eine deutsche Stadt. Il fallait agir vite. Le Führer allait repartir. J'approchais donc le lieutenant-colonel Brandt, qui devait voyager dans le même avion. Avec la plus grande nonchalance, je lui demandais s'il voulait bien se charger d'un colis pour moi. Un pari stupide perdu avec le colonel Stief du commandement suprême de l'armée de terre et qui m'avait coûté 2 bouteilles de cognac. Voilà mon prétexte. Feldwebelwagen bereitstellen! Wagen bereit! Dieser Stadt mehr als zu einem anderen mir bekannten Ort schon fast von der ersten Stunde meines Aufenthalts erfasst. Achtung! Le colonel Brandt a accepté de se charger du colis, reste à Schlabrendorf à amorcer la bombe. Brand! Abfahrt! Danke Ihnen vielmals. Soulagés et avec la conscience du devoir accompli, Treskov et Schlabrendorf regardent décoller le Condor FW du Führer vers ce qu'ils espèrent,
l'enfer. Nous n'ignorions pas que l'avion de Hitler comportait un dispositif spécial de sûreté. Il se composait de plusieurs cellules isolées. La place de Hitler était blindée et conçue de manière à permettre un saut immédiat en parachute. À notre avis, la charge d'explosifs devait suffire à déchiqueter l'appareil tout entier. Et même si cela ne se produisait pas, il arracherait au moins un morceau de fuselage tellement important que l'avion s'écraserait de toute façon au sol. Accompagné de sa doublure et escorté d'une escadrille de chasseurs, l'avion d'Hitler a mis le cap sur Berlin. Le colonel Brandt ignore qu'il a embarqué une bombe dans l'appareil de son Führer. Au quartier général de Smolensk, l'attente près du poste de radio met les nerfs à rude épreuve. L'explosion devait avoir lieu 30 minutes plus tard. Selon nos calculs, l'avion devait se trouver près de Minsk à ce moment-là. À chaque moment, nous espérions recevoir un message de l'un des chasseurs d'escorte annonçant la perte de l'appareil du Führer. Mais rien ne vint. Enfin, après 2 heures, un message de routine en provenance de Berlin annonce que le Führer, après une visite d'inspection sur le front de l'Est, est bien rentré en Allemagne et a regagné son QG à l'heure prévue. Il fallait nous rendre à l'évidence. Aussi stupéfiant que cela puisse paraître, notre attentat avait échoué. Tresco et moi-même étions littéralement assommés. Pour les 2 conspirateurs, il est vital de récupérer le colis qui peut les accuser. Schlabrendorf prend l'avion pour Berlin avec 2 véritables bouteilles de cognac et effectue l'échange en expliquant au colonel Brandt qu'il y avait eu méprise sur les bouteilles. Schlabrendorf et Treskov vont trouver une autre occasion pour leurs 2 bombes. Une cérémonie commémorative doit avoir lieu au musée de l'armée pour les héros tombés au champ de bataille, le Heldengedenktag. C'est une occasion à ne pas rater. Selon le protocole, le Führer doit y assister en compagnie de Heinrich Himmler et de Hermann Göring. Celui d'entre nous qui est résolu à abattre Hitler doit être prêt à sacrifier sa propre vie. À l'Arsenal, le musée de l'armée sur Unter der Linden, Hitler est accueilli par Hermann Göring, Wilhelm Keitel et Heinrich Himmler. C'est mon ami le colonel von Gersdorf qui, après avoir réfléchi un instant, m'a dit « J'accepterai cette mission. Je l'accepterai pour le salut de la patrie. » Comme chaque année, la cérémonie débute par un concert dans la cour d'honneur. Au programme, la symphonie numéro 7 de Bruckner. J'ai suggéré que le volontaire qui accepterait l'exécution du projet mettrait une bombe dans chaque manche de son manteau et devrait ensuite, après avoir déclenché la mise à feu, s'approcher autant que possible du Führer. De cette manière, l'homme qui consentait au sacrifice de sa vie avait au moins le maximum de chances de réussir son projet. Après le traditionnel concert, Hitler doit se rendre dans le musée visiter une exposition de trophées et d'armes prises aux soviétiques. C'est le colonel Gersdorf qui doit servir de guide. Pour pouvoir saluer du bras droit, Gersdorf place une seule bombe dans sa manche gauche. Après avoir activé le détonateur chimique, il lui faut 15 minutes pour agir. À ce moment, Gersdorf sera près d'Hitler et tout sera accompli. Lorsque le cortège du Führer a pénétré dans le hall d'exposition, le général Schmund s'est approché de moi et m'a prévenu que Hitler consacrerait moins de 5 minutes à l'inspection des trophées. Ainsi donc, il était matériellement impossible de mener le projet à exécution. Il me fallait au moins 10 minutes. Une visite de 5 minutes. Les 5 minutes les plus longues de la vie de Gersdorf. Il a accepté le sacrifice suprême, se faire sauter avec le dictateur.
Mais sans pratiquement jeter un regard sur les trophées réunis, le Führer visite l'exposition au pas de course, en moins de 10 minutes. Une visite éclair. C'est un Hitler pressé, comme s'il avait eu connaissance d'un danger, qui, à la grande surprise de sa suite, quitte l'exposition. Une visite bien trop rapide pour le détonateur, et Gersdorff n'a que le temps de se précipiter dans les toilettes pour désamorcer sa machine infernale. Gersdorff a la vie sauve, mais l'attentat a échoué. Le deuxième échec en moins de 8 jours. Hitler, ignorant le danger mortel auquel il vient d'échapper, salue les troupes réunies en son honneur sur le boulevard Unter der Linden. Dans les semaines qui suivent, le Führer va encore échapper à 2 tentatives d'assassinat. Alors que l'Allemagne perd la guerre sur le front de l'Est et qu'à l'Ouest s'annonce le débarquement allié, Hitler offre au général Rommel, pour ses exploits à la tête de l'Afrika Korps, son bâton de maréchal. Erwin Rommel est un des personnages les plus populaires de la propagande cinématographique nazie. Pour les Allemands, il est devenu une véritable icône. Treschow et les autres officiers de la Wehrmacht qui s'opposent à Hitler voudraient avoir à leur côté cet homme que toute l'Allemagne adore et pourrait suivre. Mais Rommel, comme beaucoup d'autres officiers de haut rang, s'estime tenu par le serment qui le lie au Führer. Durant l'hiver et le printemps 1944, Hitler affecte Rommel, son officier préféré, au renforcement du mur de l'Atlantique. Un ouvrage défensif censé empêcher tout débarquement sur les côtes françaises. Un ouvrage vain, car ils étaient attendus et ils sont venus, comme l'avait prédit le maréchal Rommel. Le débarquement aura lieu ici, en Normandie, et ce jour sera le jour le plus long. Le 6 juin 1944, 1213 bateaux de guerre, 736 navires de soutien, 864 cargos et 4126 engins et péniches débarquent 20 000 véhicules et 156 000 hommes sur les plages de Normandie. Les Alliés ont mis pied en France et rien ne pourra plus les arrêter dans leur marche vers Berlin. Rommel sait la bataille perdue et désire même négocier une paix séparée avec les Alliés, Montgomery l'Anglais et Eisenhower l'Américain. La résistance allemande et les officiers conspirateurs ont sondé Rommel, mais il hésite. Il sait qu'un attentat se prépare contre le Führer. Il adhère peut-être à la conspiration, mais il pose ses exigences. Hitler doit être arrêté et jugé. Rommel est résolument hostile à un assassinat. Ce 17 juillet, fidèle à son habitude, il est en tournée d'inspection sur le front. Comme toujours, l'adjudant Daniel est au volant et le capitaine Helmut Lang surveille le ciel. Les avions anglo-américains sèment la terreur. Il est devenu presque impossible de circuler. Mais Rommel n'en a cure, lui que l'on surnomme le général des grands chemins. Il est 17 h quand une patrouille de Spitfire repère le véhicule du maréchal Rommel sur la route de Vimoutier. Les 2 pilotes décident de descendre pour une passe en rase-motte. Le capitaine Lang a vu les 2 avions qui fondent sur eux. Il est trop tard pour trouver un abri. Rommel ordonne à Daniel d'accélérer, de tenter de se dégager. Rien à faire sur cette longue ligne droite. La voiture est déjà alignée dans le collimateur des chasseurs. Les mitrailleuses crépitent et les balles frappent le véhicule. Daniel s'écroule, mort, transpercé par une balle. La voiture, hors de contrôle, entame une terrible embardée et verse dans un fossé.
Les chasseurs sont déjà remontés vers les nuages. Rommel gît sur l'herbe normande, grièvement blessé au crâne. Pour Stauffenberg, Treschow et la Résistance, c'est une perte irréparable, car ils se trouvent privés de l'officier le plus populaire et le plus compétent qu'ils auraient pu gagner à leur cause. Mais il est trop tard pour renoncer. Puisque les généraux n'ont maintenant abouti à rien, c'est au colonel de s'en occuper. En tant qu'officier, nous nous devons de sauver l'Allemagne. Nous avons relevé ce défi devant Dieu et notre conscience, et cela doit être fait. Parce que cet homme, Hitler, est le mal absolu. Ce jour du 20 juillet 1944 doit être enfin le bon. À Berlin, le colonel von Stauffenberg et son aide de camp, Werner von Haeften, embarquent pour Ratzenburg, la tanière du loup. Dans sa sacoche, Stauffenberg emporte 2 bombes, les mêmes bombes qui ont servi aux attentats manqués de Smolensk et Berlin. Colonel et comte de la vieille noblesse prussienne, von Stauffenberg est un de ces officiers de grande famille qui a vu l'arrivée d'Hitler avec bonheur. Brillant officier, il sert sous les ordres du maréchal Rommel en Afrique du Nord. Là, en 1943, il est sévèrement blessé et perd un œil, sa main droite et 2 doigts de sa main gauche. Sa longue convalescence se transforme en une douloureuse remise en question. Alors sa conscience et son honneur lui imposent d'agir, et il rejoint la résistance animée par Treschow. Depuis sa nomination à l'état-major, von Stauffenberg est devenu précieux à la résistance, car il peut régulièrement s'approcher d'Hitler. C'est lui qui fait parvenir au Führer une version modifiée par le général Olbricht, le colonel Treschow et lui-même, des plans de l'opération Valkyrie. Comme à son habitude, Hitler va les signer sans même les lire. Le piège s'est refermé, car ces plans modifiés permettent à ceux qui les possèdent de s'emparer de Berlin en cas de trouble. Tuer Hitler, lancer l'opération Valkyrie et mettre en place un nouveau gouvernement. Le destin de l'Allemagne se trouve sur les genoux du colonel Stauffenberg. Après 2h30 de vol, Stauffenberg et von Haeften se présentent aux portes de la tanière du loup. Schranke öffnen. Fahren Sie. Devant eux se dresse le bunker du Führer. C'est derrière ces épais murs de béton que se tiennent habituellement les réunions stratégiques. Et c'est là que Stauffenberg veut frapper. Une aubaine pour Stauffenberg, car le béton renforce l'impact, le souffle mortel causé par l'explosion. Mais ce jour-ci, du fait de la chaleur excessive, Hitler décide de tenir la réunion dans un des baraquements de bois. Heil, mein Führer. Der Oberstleutnant Stauffenberg. Oberstleutnant. Die Welt ist nicht da für feige Völker. Wo kann ich mich frisch machen? 12h20. Après avoir salué le Führer et sa suite, Stauffenberg demande à prendre congé pour se rafraîchir et changer de chemise, car la chaleur est étouffante. Hitler et sa suite se dirigent sans attendre vers la baraque, car mauvaise nouvelle pour Stauffenberg, la réunion est avancée d'une demi-heure du fait d'une visite dans l'après-midi de Benito Mussolini. J'avais demandé à pouvoir me rafraîchir. Il faisait très chaud. Et mes blessures de guerre bien apparentes faisaient qu'on me posait peu de questions. Mais dans cette cabane en bois, moins susceptible de renforcer l'explosion que le bunker, il semblait plus prudent d'armer les 2 engins explosifs. Von Haeften me tendit la mallette qui contenait les bombes. Nous plaçâmes les détonateurs sur les charges et je commençais à régler le premier minuteur. Soudain, Ich komme! Oberstleutnant. Ja, ja! j'entends que quelqu'un m'appelle à travers la porte. Oberstleutnant Stauffenberg. Ja, ich komme! Un appel, pour moi, du général Feldgieb. Es ist dringend. Une charge est réglée
Plus le temps pour la deuxième, von Heften l'emporte avec lui. Une seule bombe. Tant pis, cela devrait suffire. 12h25. Une vingtaine de hauts dignitaires et généraux du Reich sont réunis dans la pièce autour d'Adolf Hitler. Le maréchal Kettel fait son rapport sur la situation à l'Est. Hitler, attentif, suit sur les cartes les positions des troupes. 12h30, Stauffenberg les rejoint. Il salue son voisin, le colonel Heinz Brandt. J'ai placé la sacoche sur le sol, sous la table, au pied du colonel Brandt. Je lui ai dit que je la laisse là quelques instants car j'ai un appel urgent à donner à Berlin. Personne ne s'étonne. Dans ce genre de réunion, tous les officiers sont très affairés et beaucoup de coups de fil sont échangés avec le front. Tout est en place. Ce n'est plus qu'une question de temps. J'ai trouvé un nouveau prétexte pour sortir de la pièce. Ich habe einen Anruf zu tätigen. Gehen Sie. Gêné par la sacoche, Brandt la déplace pour l'appuyer de l'autre côté de la table. Par ce geste anodin mais fatidique, le colonel Heinz Brandt éloigne la bombe d'Hitler. Es ist soweit. Ich erwarte Sie. 12h40. Stauffenberg a quitté le bâtiment. Il ne reste plus qu'à attendre. Ja. Nee, warum? Das ist nicht... J'ai senti le souffle sur mes joues. Hitler est mort. Personne n'aurait pu survivre à une telle explosion. La baraque est en partie soufflée, éventrée. La confusion est totale. Les gardes accourent pour relever les blessés des décombres. Stauffenberg en est persuadé, Hitler est mort. Il vient de voir sa dépouille sur un brancard. « 12h47. Stauffenberg et von Heften remontent précipitamment dans leur voiture. Ils doivent rejoindre Berlin au plus vite. Mais le colonel von Stauffenberg s'est trompé. Hitler a survécu et souffre seulement de quelques blessures superficielles. Les conjurés pensaient que leur complice avait coupé tous les moyens de communication de la tanière du Loup avec Berlin. Mais dans leur précipitation, ceux-ci ont oublié quelques relais. Des informations contradictoires circulent déjà. 13h15. Klaus von Stauffenberg décolle de l'aérodrome en direction de Berlin. Pour lui, l'opération est un succès. Hitler est mort. À Berlin, les ordres scellés de l'opération Valkyrie ont été distribués et le gouvernement provisoire constitué sous la direction du général Beck. À Berlin, le général Olbricht et le colonel Kirnheim, tous deux de la Conjuration, attendent toujours une confirmation pour lancer l'opération. 3 précieuses heures sont perdues quand enfin Stauffenberg atterrit et leur confirme la mort d'Adolf Hitler. À 16h, l'opération Valkyrie est enfin lancée. Tous les officiers mobilisés pour Valkyrie ont reçu une enveloppe scellée. Dans l'enveloppe, des ordres brefs. Tous les responsables SS, ainsi que Göring, Bormann, Himmler et Goebbels, doivent être arrêtés immédiatement et leurs hommes désarmés. Mais rien ne se passe comme prévu. Soudain, vers la fin d'après-midi, résonne dans tous les haut-parleurs la voix du Führer. Une petite clique d'officiers ambitieux et sans scrupules a ourdi un complot pour m'éliminer et exterminer avec moi l'état-major de l'armée allemande. Hitler est bien vivant. Il a revêtu un uniforme neuf pour accueillir son ami Mussolini à la descente du train. Hitler confie à l'Italien qu'il voit dans sa survie la preuve irréfutable que la Providence l'a choisi pour la victoire finale.
Une sacoche déplacée, un solide pied de table, des murs de bois qui ne renvoient pas l'onde de choc et le temps qui a manqué à Stauffenberg pour armer sa dernière bombe. Voilà les vraies raisons du miracle. Alors qu'Hitler fait ses adieux à Mussolini, la répression bat déjà son plein à Berlin. Et elle va être implacable. Le major Otto Reimer, qui commande le régiment de la garde, harangue ses troupes. On lui avait demandé d'arrêter Goebbels. Il déclenche la chasse aux insurgés. C'en est fini de l'opération Valkyrie. Dans la soirée, le général Olbricht, le colonel von Kirnheim, le lieutenant von Heften et le colonel von Stauffenberg sont arrêtés et condamnés à mort sans procès par le général Fromm. Pour sa survie, Fromm, sans hésiter, trahit les conjurés. Il faut que les témoins de sa collaboration disparaissent. Vers minuit, Stauffenberg et ses amis sont exécutés. Ils sont enterrés comme des soldats avec leurs uniformes et médailles. Mais Hitler, furieux, fera brûler leurs cadavres et disperser les cendres dans un champ d'épandage. Pour le comte Henning von Treschow, récemment promu général, lui, l'âme, la tête pensante de la résistance à Hitler, il est temps de faire son testament. Pour protéger son épouse Erika et ses enfants, il a prévu de maquiller son en embuscade. Les partisans russes sont nombreux dans les forêts et les attaques fréquentes. Ce 21 juillet, malgré la brume matinale, il fait beau à Ostrov, sur le front de l'Est. C'est un homme tranquille, en paix avec sa conscience, qui salue son compagnon d'armes. Celui qui parvient à garder ses rêves d'enfant dans leur pureté, à les conserver sous sa poitrine nue et sans défense. Celui qui, malgré les ris de ce monde, ose vivre comme il l'a rêvé dans son enfance, jusqu'au dernier jour. Oui, celui-là est un homme. Un homme dans son entier. Désormais, le monde entier va se jeter sur nous et nous traîner dans la boue. Je suis cependant intimement persuadé, et je n'ai jamais varié sur ce point, que nous avons bien fait d'agir comme nous l'avons fait. Je tiens Hitler pour l'ennemi mortel de l'Allemagne, mais aussi de l'humanité tout entière. Lorsque dans quelques heures je me présenterai devant le tribunal de Dieu pour rendre compte de mes décisions et de mes actes, je crois que je pourrai le faire en toute bonne conscience, car je produirai alors tout ce que j'ai entrepris contre Hitler. De même que Dieu promit autrefois à Abraham de ne pas détruire Sodome s'il y avait seulement 10 justes dans la ville. De la même manière, j'espère que par respect pour nous, Dieu épargnera l'Allemagne. J'aurais voulu que vous fussiez témoin de ma mort. Je ne veux pas laisser en plus à nos ennemis la satisfaction de m'arracher à la vie. Au revoir. Nous nous reverrons dans un monde meilleur. C'est en civil, et après avoir été dégradés et exclus de l'armée, que les conjurés comparaissent. Pour tous les conjurés, une seule sentence, la peine de mort. Le tribunal est présidé par le juge Roland Freisler. En quelques années de carrière, ce juge a déjà fait exécuter quelques milliers d'Allemands opposants au régime. Ils sont près de 200 à être envoyés à la potence, dont un maréchal, 19 généraux, 26 colonels, 2 ambassadeurs, 7 diplomates, 1 ministre, 3 secrétaires d'État et le chef de la police du Reich. Hitler l'avait exigé. Il voulait les voir suspendus comme des quartiers de viande à des crocs de boucher. Et pour que la mort soit lente à venir, et surtout douloureuse, la corde de chanvre est remplacée par l'acier d'une corde à piano. Et pour son plaisir extrême, les exécutions sont filmées.
La mort n'est pas immédiate. L'agonie peut durer 20 minutes. Les bobines sont portées chaque soir au QG d'Hitler. 500 Reichsmark, la note de frais de l'administration judiciaire à Berlin, est envoyée aux familles des suppliciés. 125 Reichsmark sont prévus comme salaire aux bourreaux. Ce jour du 18 octobre 1944, des funérailles nationales sont offertes par Hitler à son maréchal préféré, Erwin Rommel. Dans son discours d'adieu, le maréchal von Rundstedt dit « Son cœur appartenait au Führer ». Mais 4 jours plus tôt, à midi, 2 généraux se présentent au domicile d'Erwin Rommel pour lui proposer un sinistre marché. Pendant l'enquête suite à l'opération Valkyrie, le nom du maréchal aurait été prononcé au cours d'interrogatoires. Alors, sur ordre du Führer, lui est proposé l'infamie d'un procès ou la mort par avec les honneurs et la garantie que rien n'arriverait à sa famille. Rommel, après avoir embrassé son épouse et son fils Manfred, monte dans la voiture en compagnie des officiers. 5 minutes plus tard, il avale 2 capsules de cyanure. Le héros des Allemands venait officiellement de mourir d'une embolie. Hitler avait menacé le monde de déchaîner la tempête. Mais aujourd'hui, c'est sur l'Allemagne que la tempête crache ses dernières flammes. Depuis l'attentat manqué à la brasserie le 8 novembre 1939, Georg Elser est un détenu particulier. On le surnomme le prisonnier secret ou le prisonnier d'Hitler. Au camp de Dachau, ce matin du 9 avril 1945, sur un ordre venu du Führer en personne, 2 SS viennent abattre Elser dans sa cellule. « 20 jours plus tard, les troupes américaines libèrent le camp de Dachau. 20 jours trop tard pour sauver l'homme qui avait voulu tuer Hitler. Le 21 avril 1945, les premiers obus soviétiques atteignent Berlin. Il va en tomber plus de 2 millions. Pour stopper les T-34, les tanks soviétiques, des armes sont distribuées aux vieillards et aux enfants. Les derniers soldats du Führer n'ont pas 12 ans. Après les avoir salués et envoyés à la mort, Hitler retourne s'enterrer dans son bunker. Il n'en sortira plus jamais vivant. La bataille de Berlin va durer plus de 10 jours. Un combat acharné, désespéré. Rien ne peut plus résister aux soviétiques. Les pertes sont terribles de part et d'autre. 2000 chars soviétiques sont mis hors de combat, et certains d'entre eux par des soldats qui sont encore des enfants. La ville ne veut pas se rendre aux Russes. Mais il est trop tard. Le Reich, qui devait durer 1000 ans, est en train de s'effondrer. À 1h du matin, le dimanche 29 avril, Eva Braun, la maîtresse d'Hitler depuis 13 ans, épouse son Führer au cours d'une courte cérémonie. Goebbels et Bormann sont les témoins, assistés d'un officier d'état civil. Quelques coupes de mousseux sont échangées avec le dernier carré de fidèles. Eva Braun rayonne, elle est maintenant Frau Hitler. Vers 3h du matin, Hitler dicte à sa secrétaire son testament privé. 3 pages dactylographiées où il annonce « Moi-même et mon épouse choisissons la mort pour échapper à la honte de la destitution ou de la capitulation. Notre volonté est d'être brûlés immédiatement sur place. » Lundi 30 avril, le drapeau rouge flotte sur le Reichstag et Berlin. À 15h30, Hitler rejoint sa chambre, accompagné d'Eva, son épouse. Elle a choisi le poison, lui se dans la tempe. À 15h50, les 2 cadavres sont transportés à l'extérieur du bunker. 200 litres d'essence sont déversés sur les corps et le feu y est mis. Beaucoup avaient voulu tuer Hitler, mais il s'est tué de sa propre main, à la date choisie et au cœur même de sa capitale, Berlin. La guerre est une folie. Il faut l'arrêter. Le personnage central est Hitler. Il faut le tuer. Le monde doit être délivré du plus grand criminel de tous les temps.
Nous devons l'abattre, comme un chien enragé qui menace l'humanité tout entière. Ils étaient guidés par leur courage et leur honneur. Treskov, Schlabrendorf, Gersdorf, Stauffenberg, Elser. Tous ont voulu tuer Hitler. Tous ont échoué. Si un seul de ces hommes avait réussi, des millions de vies humaines auraient été sauvées et la face du monde changée.